Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. On vous entend très peu à la radio. Ça ne vous empêche pas de transmettre vos bonnes ondes sur scène presque à longueur d'année. À votre répertoire, vous avez choisi d'ajouter quelques chansons de celui grâce à qui l'expression « il ne faut jamais dire jamais » n'a pas lieu d'être. Bien au contraire, bonjour Yves Jamais. Bonjour, bonjour. Je ne pouvais pas échapper à cette phrase. Oui, on me l'a souvent remis. Voilà. J'avais eu aussi, pour revenir à la chanson, quand j'étais gamin, il y a Guy Mardel qui chantait « N'avoue jamais, jamais, Exactement. jamais ». J'avais droit à ça dans toutes les cours de récré. Guy Mardel qui vit aujourd'hui à Jérusalem et qui est rabbin. D'accord. Voilà. Ah, je savais du tout. Voilà. Ah, oui, d'accord. Alors, on va évoquer Maxime Le Forestier pour des raisons très précises qu'on évoquera tout à l'heure, avec des chansons de cet album que vous lui consacrez. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours d'abord à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 18 juin 1999, d'après les archives de l'INA. C'est votre première télé, le MAC de Zazie, sur une télé régionale avec Christine Zazial. France 3 Bourgogne, ouais, c'est France 3 Bourgogne avec Christine Zazial. Ouais. C'est votre première télé. Ah, je me rappelle bien, pour le coup. Ouais. C'est-à-dire quand j'étais comme un gamin qui arrive à Disney. Moi, je me retrouvais dans une télé, on allait parler de moi parce que je faisais des chansons, donc forcément, j'étais assez impressionné. Ouais, mais je me rappelle bien parce qu'en plus, j'étais accompagné par qui avait fait une chronique sur moi, Thierry Binoche, qui était un petit peu le chroniqueur rock de Dijon, un petit peu. Et puis il a fait un joli papier, et puis tout le monde était bien sympa avec moi. Enfin, j'étais super bien reçu, ça m'avait bien beaucoup plu, en fait. Et il y avait un album qui s'appelle De Vers en Vers, VE2RES plus VERS, et il y avait cette chanson que vous avez interprétée ce jour-là à la télé. Ne me dites pas qu'à peine éclose, la fleur de l'âge se flétrit. Je vis avec ce genre de rose au parfum tout juste fleuri. La fleur de l'âge, qui était la première chanson de cet album. Ouais. Première chanson du premier album. Ouais. Voilà. Et la fleur de l'âge, l'expression d'ailleurs, elle vient du fait que les fleurs connaissent plusieurs évolutions. Elles ne deviennent fleurs qu'après l'éclosion. Donc être dans la fleur de l'âge, c'est justement être au summum de sa maturité. Voilà, c'est ce qu'on disait. Moi, j'avais 30 ans, ma femme en avait 30 aussi. Enfin, j'avais 31 ans, par là, enfin, autour de la trentaine. Et moi, je trouvais du charme à ces petites ridules qui arrivaient à tout ça, et je trouvais que par rapport à une toute jeune fille, je trouvais que le charme était beaucoup plus beau à cet âge-là. Voilà. C'était un peu une façon d'exprimer aussi ça, et de dire bon, on n'est pas peur de vieillir, je vieillirai avec toi. Ce qui n'a pas été le cas, mais bon, c'est des chansons. Voilà. Et Yves Jamais, vous découvrez la chanson, car à l'époque, le piano, vous le connaissiez uniquement comme cuisinier. Oui. Car le piano, on sait que c'est l'instrument de travail des cuisiniers. C'est la tendance de travail des cuisiniers, c'est l'un des, on est autour du piano. Et car vous avez été au départ cuisinier. Oui, j'ai été cuisinier. En fait, j'ai fait un CET de cuisine. J'ai fait 2 ans, puis je me suis fait virer. Et après, j'ai fait un début d'apprentissage, et puis j'ai fait une fugue. Donc, j'étais assez instable. Ouais. En même temps, je crois que c'était au lycée Castel de Dijon. Ouais. Il y avait un château, il y a un petit château qui a 300 ans, et vous appreniez la cuisine. À côté de ce château. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je suis une classe de bac pro cuisine qui est au Castel, et je les suis pendant 3 ans. C'est des jeunes que j'ai commencé l'année dernière, là je les suis encore 2 ans jusqu'à leur bac. Et pourquoi la cuisine, Yves Jamais? Parce que quand on vient d'un milieu, alors là, c'est une histoire de déterminisme, mais quand on vient d'un milieu un petit peu populaire, enfin carrément populaire même, on n'a pas beaucoup de choix. On a mécanique générale, plomberie, cuisine, et je me suis dit, cuisine, il ferait chaud, je pourrais manger à ma faim. J'ai un peu choisi comme ça par défaut un peu, en fait. Et finalement, la cuisine, vous l'avez faite uniquement pour vos musiciens en tournée? Je la fais. Alors, mes musiciens en tournée, en général, à la fin de la tournée, je leur fais en général un bon pâté croûte ou une tarte à l'oignon, parce que c'est un peu comme ça qu'on clôt les tournées. Et je ne sais pas si vous savez, mais Jean Gabin avait dans ses contrats une exigence. La cuisinière qui venait sur les tournages, c'était toujours la même, parce qu'elle préparait des plats sublimes. Et Ventura venait, beaucoup d'autres venaient, et ça bloquait un peu le tournage pendant la journée. Ouais. On a eu quelques témoignages de ça, Ventura avec ses pâtes, tout ça. Exactement. Un jour, il a préparé d'ailleurs un repas de pâtes pour Brassens. Ils ont fait un match tous les deux pour savoir qui mangerait le plus de pâtes. Et Brassens a gagné au 15e plat. On peut plus imaginer ça aujourd'hui. Donc, votre jeunesse, ce sont des petits boulots que vous enchaînez, Yves Jamais, le BTP, manœuvre, animalier en laboratoire pharmaceutique. Vous faites tout ce qui est possible et imaginable. Tout ce qui se présente à moi, tout ce où on veut un gars qui a pas de diplôme, quoi. Oui. C'est ça, la manutention, que ce soit n'importe quoi. Enfin, partout, partout on a besoin de petits bras, j'y vais, quoi.
Bon, en même temps, le soir, c'est la fête, c'est la musique avec les copains dans les bars. Oui, faut essayer de faire passer la pilule. Quand on fait un boulot pour lequel on n'a aucun intérêt, faut trouver quelque chose le soir qui détend un peu, quoi. Voilà. Et la musique, vraiment, c'est votre passion. Je crois que ça a commencé vers l'âge de 15 ans. Oui, alors bien avant, parce que tout petit, j'aimais beaucoup la variété. Moi, j'étais un gros fan de Johnny, de Sardou, de tout ce qui se faisait, Daniel Guichard, tout ce qui se faisait. Je pourrais même chanter. L'autre fois, je chantais un morceau de Patrick Topalov, qui était la phase B des gendarmeries, où il chantait « Ne m'appelez plus Topalov à la coque, je suis mal à l'aise, Topalov ». Voilà. Donc j'ai été imbibé de chansons variétés, et j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça. Et après, à partir de 15 ans, c'est là où je découvre la chanson dite à texte, mais j'ai jamais renié la chanson de variété que j'aime aussi beaucoup. Oui. Et la chanson à texte, vous avez commencé à en écrire à 15 ans. Oui, mais j'avais pas les moyens, en fait. J'ai fait avec ce que j'avais comme moyen, mais j'ai commencé à écrire à peu près à cet âge-là. Et puis, pendant 20 ans, vous n'avez rien fait. Et finalement, c'est un stage en entreprise avec une rencontre avec un Breton qui a tout changé. Oui, un peu ça, ouais. Alors, dire que j'ai rien fait, non, j'ai continué d'essayer d'écrire des chansons. À mon grand dame, parce que des moments je m'insultais quasiment parce que j'arrivais pas à les écrire, ces chansons. Et puis effectivement assez tard, j'ai rencontré un gars qui dans le cadre d'un stage je faisais une formation de graphiste, et dans le cadre de ce stage, je rencontre ce gars qui venait former justement les gens avec qui je travaillais, et il me dit je suis breton, je suis tout seul à Dijon, je connais personne, par contre j'enregistre, j'ai un piano, je dis moi j'ai fait quelques chansons, mais il me dit passe chez moi, on enregistrera les chansons, et tout est parti de ça en fait. Oui, parce que vous allez chez lui enregistrer pour le plaisir. Ah oui. Et pour faire plaisir, pour que vos enfants aient une trace de chansons. Pour que mes enfants écoutent les chansons. Sache que j'ai écrit des chansons, quoi. Il me restait 5-6 chansons écoutables, j'allais dire. Et donc, vous arrivez dans ce studio, et là, vous ressentez quelque chose de particulier. Vous êtes heureux dans ce studio, Yves Jamais. Ouais. Puis de voir les chansons prendre forme, de dire, tiens, c'est vraie chanson. Parce qu'une fois que c'est un peu enregistré, on se dit, oh, mais c'est une vraie chanson. Et puis comme l'année d'avant, j'avais participé à une espèce de soirée où on faisait tous plus ou moins des sketchs. J'avais travaillé sur les brefs de comptoir avec des copains. Ils m'avaient réinvité parce que j'avais fait 2-3 chansons la veille. Je dis, tiens, on y retourne ensemble. Ah. Et c'est là que De Verre en Verre est né, en fait. C'est fou comme tout ça a commencé. Remarquez, quand on pense à Elvis Presley, son premier disque, il l'a enregistré pour $4 dans un studio spécialisé dans la musique afro-américaine. Il était jeune, lui. Hein. Il avait 18 ans. Oui, voilà. Il avait 18. Vous, là, vous en aviez 30 et quelques. Moi, j'avais 37, 38 ans quand je commence à me dire, tiens, on va faire un petit trio. Alors, je crois qu'à l'époque, vous êtes licencié d'une usine, vous étiez tourneur-fraiseur, et les indemnités vont servir à créer un orchestre. Alors ça, c'est un truc qui s'est mis dans la bio, mais j'étais pas tourneur-fraiseur, c'est mon frère qui était tourneur-fraiseur. Moi, j'étais opérateur PAO suite au stage que j'avais fait, et effectivement, mes indemnités et celles de mes musiciens, parce que j'ai un autre musicien qui était aussi licencié à cette époque-là, ont servi à lancer un peu la machine, à payer le disque, quoi. Oui, exactement. Et en même temps, à créer l'orchestre. Voilà. Un orchestre de copains. Il y avait Laurent Delors, qui est le père de Louis Delors, qui s'est illustré dans The Voice et dans 1789. Voilà. Et qui lui est arrivé au moment où j'étais en train d'enregistrer. Ça a été une proposition du gars qui travaillait avec Cabrel, puisqu'on a travaillé avec les gens qui travaillaient avec Astafor, et c'est lui qui me dit, tu veux pas un guitariste? Je dis, je veux bien n'importe quel musicien pour que ça sonne. Et il m'a amené Laurent Delors, qui à cette époque-là, qui après est resté 10 ans dans le groupe. Ouais. Donc vous avez fait un premier disque, puis il a fallu en faire un second, et là vous avez trouvé un producteur. Car Patrick Sébastien a été pour beaucoup dans vos débuts, Yves Jamais. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement on a été je crois 2 ans en autoproduit, comme on dit. On avait vendu 10 000 albums, ce qui était déjà énorme. On a retrouvé un producteur, mais qui s'avérait un producteur absolument pas fiable. Je dirais pas le nom, bien sûr, mais qui est vraiment pas fiable et qui nous a mis dans une situation où il était en dépôt de bilan et tout. Patrick a appris ça via Isabelle Béranger, qui était notre attaché de presse à l'époque, et qui venait présenter chez Patrick les moines Shaolin. Et Patrick lui dit, t'as bossé avec qui? Et lui dit, Yves Jamais. Et Jean-Louis Foulquier m'avait dit que Patrick aimait beaucoup ce que je faisais. Je l'avais jamais rencontré. Et il a appris que j'étais dans une situation compliquée. Il m'a appelé. Il m'a dit, j'adore ce que tu fais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Et du coup, voilà, il a tout racheté et on est reparti ensemble, quoi. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est votre parcours, car votre premier gala payant, Yves Jamais, c'est dans une prison. Ouais.
C'est assez étonnant. On devait aller à la prison de Dijon, effectivement. C'est assez impressionnant, et en même temps, on a commencé en jouant nos chansons et on a continué en faisant ce qu'avaient envie de chanter les gens. On a fait un peu de Cabrel. On a même essayé de faire du rap avec ce qu'on avait comme moyen pour qu'un gamin rappe sur nos trucs. Je crois que là, à ce moment-là, on est surtout plus dans l'humanité que dans une représentation réelle, quoi. Oui, et en même temps, je ne sais pas si vous savez, l'artiste qui a été le plus demandé dans les prisons et qui est allé, c'est Johnny. Ah, j'allais dire Johnny Cash. Non, Johnny oui, Hallyday. Notre Johnny Hallyday. Et il a chanté dans les prisons. Ouais. Et c'est vrai que pour vous, il a été important. Je crois que le premier spectacle que vous avez vu, c'était le Johnny Circus, si jamais. Oui. Qui est une catastrophe parce que. Qui était une catastrophe financière, mais qui n'était pas une catastrophe quand on le regardait. Ah non, c'était extraordinaire. Mais ça a ruiné Johnny pendant des années. Oui. Et il y avait Mallory qui faisait la première partie. Il y avait un danseur. Il y avait encore, c'était impressionnant. C'est mon premier spectacle. J'ai 15 ans et demi, 16 ans, un truc comme ça. Et ça vous a donné envie même de faire ce métier, d'aller plus loin? Bah déjà, j'avais quelque part l'envie était sous-jacente. J'avais pas analysé ça, mais à l'idée, moi, quand justement Louis Delors fait The Voice, il y a aussi Stéphane Rison qui a gagné cette année-là. Et Stéphane venait chanter avec moi avant de faire. Quand ils nous ont dit qu'ils allaient faire The Voice, on savait même pas ce que c'est The Voice. Je regarde rarement la télé. Et quand j'ai vu Stéphane, parce que je l'avais souvent tous les soirs au téléphone, on discutait de ça. Quand Stéphane, je l'ai vu chanter avec Johnny, je l'ai envié. J'ai été un peu jaloux, j'avoue, parce que j'aurais aimé faire un duo avec Hallyday, ça m'aurait beaucoup plu. Oui, vous en avez fait d'autres, mais on va en parler tout à l'heure, à travers une autre date, le 6 octobre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Jamais. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Jamais. Nous parlerons tout à l'heure de cet album que vous consacrez à Maxime Le Forestier pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure. Oui. On a évoqué vos débuts tardifs dans la chanson. Et le 6 octobre 2005, c'est une date importante, car ce jour-là, c'est vous qui inaugurez le Zénith de Dijon. Oui. Et c'est presque une consécration dans votre ville. Ben oui, quand on est d'une ville, comme je suis, moi je suis né à Dijon, j'y laisserai mes os, je pense, et quand on est comme ça, d'un natif d'une ville, et on se destinait pas forcément à être chanteur, même si on en avait envie, le savoir qu'ils m'ont demandé de venir jouer en premier dans le Zénith de Dijon, et j'en suis devenu le parrain de chœur. Bien sûr, c'est pas moi qui fais le concert d'entrée, ça a été Texas. Hein. Qui sont ces Texas d'ailleurs? Non, mais c'était Texas. Mais moi, j'ai fait devant les officiels. Je suis le premier à avoir joué au Zénith de Dijon. On oublie que d'où ça vient le nom Zénith. En fait, c'est un hommage à un ballon à gaz de 3000 mètres cubes fabriqué par Théodore Sivel, qui a battu des records avant de causer en 1975 les premiers décès d'aéronautes. Et le lancement était à l'emplacement du Zénith de Paris. C'est pour ça que ça porte ce nom. Ah, ok. Voilà. Alors il se trouve que ce jour-là, il y a une chanson d'actualité, la chanson locale. Je te salue, ma belle Dijon, aux maîtresses burgondes. Je te salue, ma vieille Dijon, et nulle part au monde. Ce qui est étonnant avec vous, Yves Jamais, c'est que cette chanson, elle évoque ce Dijon que vous avez détesté avant de l'aimer. Oui, c'est un peu ça. Quand on est jeune, on a envie de se casser de sa ville. En tout cas, de la note, quand on est de province comme ça, on voudra avoir quelque chose de plus parisien, quoi. Enfin, quelque chose qui... Et puis, en fait, j'y suis resté. J'aime cette ville profondément. Alors, peut-être que maintenant, j'ai l'âge d'y être tranquille. Oui, mais en même temps... Mais j'aime vraiment cette ville, ouais. Et en même temps, oui, je l'ai haï, je l'ai aimé, un peu comme une histoire d'amour, quoi. Il y a des moments qui sont moins bien, puis des moments qui sont mieux. Maintenant, j'y suis bien, quoi. J'y resterai, j'y laisserai mes os, c'est sûr. Je crois même que vous avez donné des cours d'été à l'université de Bourgogne. Oh là là, où j'ai la mémoire qui... Vous avez participé à ces cours d'été, ils sont filmés pour la télévision, et vous étiez là pour des cours d'été pour étrangers. Ah oui, à Dijon. Oui. Ça aussi, vous n'auriez jamais imaginé ça. Non, ça, je peux. C'est compliqué de se projeter comme ça en se disant tiens, c'est qu'un jour je ferai ça, c'est pas possible. Voilà. En même temps, il se trouve que votre enfance a été difficile. D'abord, il y a eu le départ de votre père, qui a laissé votre mère et les 3 enfants tout seuls. Ça n'a pas été facile. Il est parti quand j'avais 6 mois. Ce qui fait que j'ai été élevé à côté de Meursault. Bon, c'était pas mal pour être bercé. J'ai été élevé à Corcelles-les-Arts, dans un petit village qui s'appelle Corcelles-les-Arts, chez ma marraine qui était garde-barrière.
Et votre marraine qui était analphabète, je crois. Ben, à part lire les nécros, je dirais pas qu'elle était analphabète, elle lisait quand même un petit peu, mais bon, c'est pas quelqu'un qui avait effectivement elle avait ni culture et elle lisait surtout la nécro et puis c'est tout quoi. Et puis quand elle voyait ou un docteur ou un instit, ça l'affolait totalement. Il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs qui est très célèbre, dont le père était garde-barrière, c'est Jacqueline Maillan. D'accord. Qui est née exactement dans la maison du garde-barrière. J'ai beaucoup de tendresse pour cette femme. Alors, il se trouve aussi que vous avez un jour appris la mort de votre père. C'est un peu l'histoire de Barbara avec Nantes. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma chanson Vierzon. Oui. C'est pour le clin d'œil à Barbara parce que je sais que pour parler de son père, elle a donné le nom d'une ville à sa chanson. J'ai voulu faire la même chose. Et puis Vierzon parce qu'en fait il a été enterré à côté de Vierzon à Vic-sur-Nahon. Mais j'ai pris Vierzon parce que bien sûr ça faisait penser à Brel et c'était aussi le double clin d'œil pour le coup. Voilà. Il se trouve aussi que Brel, en fait, le Chauffe Marcel de Marcel Azola, il y a plusieurs explications. On pense au Charlot parce qu'il y a une chanson de Chauffe Marcel, mais surtout, ce qu'on a découvert, c'est que Marcel, c'est le soleil dans le nord. Donc Chauffe Marcel, c'est chauffe le soleil. D'accord. Que dit Brel à un gars du Nord, Marcel Azola? Je savais pas du tout. Et j'ai la chance d'avoir eu Marcel Azola qui est venu chanter qui est venu jouer de l'accordéon sur une de mes chansons qui s'appelle Accordéon. Exactement, c'est qu'on va écouter tout à l'heure, mais maintenant, on écoute Vierzon. Tiens, voilà le soleil, on ne l'attendait plus, disait-il y a une veille. Ce chanteur que j'ai dû trouver des guides, des pères spirituels, des mots et des maximes pour me porter conseil. Je crois que vous avez vécu un moment émouvant, Yves Jamais, c'est que vous avez chanté cette chanson devant votre mère. Oui. Alors pour le coup, quand on l'a faite, c'était on avait créé la chanson une semaine avant et après je chantais au Grand Théâtre de Dijon où ma mère m'emmenait quand on allait à l'opéra. Ma mère avait deux abonnements à l'opéra au Paradis. On n'était même pas l'un à côté de l'autre et j'allais souvent avec elle voir Carmen, Faust, Barbier de Séville, choses comme ça. Et je me suis retrouvé à chanter au Grand et elle a découvert cette chanson quand j'étais effectivement sur scène quoi. Ça a dû être un moment très émouvant. Ben en tout cas, moi, ma mère a beaucoup de distance, donc ça va. Je sais, mais bon, c'est plus moi qui normalement n'est pas un trac, comme disait Jouvet, ça viendra avec le talent, mais j'ai pas énormément de trac. Mais j'avoue que là, ça m'a mis un peu dans une fébrilité conséquente. Je dirais, enfin un peu. Je me suis, ça m'a secoué un peu. Ouais. Elle a apprécié. Elle vous a fait une remarque particulière. Alors, ma mère est pas hyper chanson. Elle a été voir Aznavour quand elle était jeune. Elle me dit, oh non, les gens tout en noir comme ça qui chantent, j'aime pas. Moi, il faut du. Elle préfère les Folies Bergères, je pense. Mais avec moi, elle a fini par se faire aller voir comme mes spectacles et aller voir un peu la chose. Oui, elle apprécie à son juste titre, mais elle garde quand même une distance. Elle est surtout ravie que ses amis, ses copines, ses copains aiment beaucoup ce que je fais, voilà. Et je crois, Yves Jamais, qu'Aznavour est venu vous voir un soir en scène. Ouais, au Grand Rex, ça je peux pas l'oublier. En plus, alors pour le coup, je disais, j'ai pas le trac. Pareil, 10 minutes avant que je monte sur scène, qui vient me dire, il y a Aznavour dans la salle. Oh putain, je savais plus où me mettre. En plus, je jouais avec un symphonique. C'était très. Il y avait 2 équipes son. C'est un gros truc sur le dos. Et Aznavour qui était là. Et je sais qu'il est venu avec Gérard Davoust qui m'a dit après comment Aznavour réagissait à chaque chanson. Et à un moment, il disait, voyez là, la rigueur. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a ému parce que tout ce qu'on peut, parce qu'il y a une chose qu'on me met pas en général, c'est la rigueur. C'est pas forcément ce à quoi on m'accole d'habitude. Mais là, j'étais très, très ému parce que justement, on avait ce truc qui était effectivement très cadré parce qu'il y avait un symphonique, parce qu'il y avait des tas de choses comme ça. Voilà. Le symphonique où il y a quand même cet instrument que vous avez chanté. De l'accordéon. Ils sont pas mal d'esthètes à vouloir faire ta fête, à te trouver réac, à te traiter en vrac. De gonflé, de ringard, de vieux ou de bâtard, de cucu, de flonflon. Alors, il se trouve que l'accordéon est indissociable de votre image. Ouais, complètement. Mais alors, il y a là, en même temps que je vais tourner, je vais faire une tournée sur Maxime Le Forestier, mais en parallèle, je fais aussi une tournée avec un spectacle qui s'appelle L'accordéon et moi, où je vais jouer avec uniquement 2 accordéons, parce que à chaque fois que je sors un album, il y a toujours quelqu'un pour me dire, alors, vous avez encore de l'accordéon?
Jamais ils me disent, vous avez encore de la guitare, vous avez encore du piano, mais l'accordéon. Et je trouve que la stigmatisation de cet instrument, alors là, cette fois-ci, je vais être sur scène, mais que 2 accordéons. Il y aura que ça. Et j'adore cet instrument. C'est un instrument que je trouve complet. C'est un instrument qui est j'ai rien contre le musette et contre, mais il y a un tas d'autres façons de s'en servir. J'ai un accordéoniste qui est exceptionnel qui s'appelle Samuel Garcia. Et là, il y aura Fred Langlais avec. Donc, j'aurai 2 accordéons. Donc, oui. Et on oublie que Gainsbourg, une de ses premières chansons pour Gréco, c'était Accordéon, qui a été un grand succès. Accordéon. Et l'accordéon touche encore beaucoup de gens. Il y a qu'à voir les festivals d'accordéon. Ils sont pleins à craquer. J'en ai animé un jour. C'est hallucinant. Oui, et puis il y a quand même un éventail de styles avec l'accordéon, que ça aille de Piazzolla jusqu'à Galliano, en passant par Verschuren ou Aimable. Ça, c'est pas un problème. Mais l'accordéon, c'est comme. Et là, j'étais avec Sanseverino, puisqu'il m'avait rejoint pour ça. Et il y a eu Marcel Azola qui est venu, et il y avait aussi comment il s'appelle. Je vais retrouver son nom quand même. Lionel Suarez qui était là, et on aurait dû avoir Galliano et Corti, mais Corti passait un moment très difficile, et Galliano était à l'autre bout du monde. Autrement j'aurais eu tous ces gens-là autour de cette chanson, j'aurais adoré. Oui, et je trouve aussi que vos concerts, il y en a partout, et surtout, vous allez des moyens, de l'orchestre symphonique aux moyens les plus limités. Oui. Vous avez fait, je crois, un jour un festival du fromage de chèvre, et d'autres festivals. C'est-à-dire que vous êtes capable de tout faire, vous êtes couteau suisse dans la chanson. Ouais, mais c'est surtout que j'aime jouer. Moi, comme je suis arrivé tard, je me suis dit, je perds pas un moment, faut que je joue. Et puis j'ai l'impression encore plus j'avance en âge, plus j'ai envie encore de m'en bouffer au large. J'aime ça, quoi. J'aime être sur scène. L'endroit où je me sens le mieux au monde, c'est sur scène. Donc j'essaie de renouveler le maximum. Hein. Oui, mais en même temps, à chaque fois, c'est un spectacle différent. Faut tenir le rythme. Ouais, mais bon. J'ai fait des métiers plus durs. Hein. Voilà, oui. Et si je fais des comptes, il y a eu 11 albums, 3 disques d'or, 2000 dates de concert, 1 million de spectateurs. Et on ne vous entend pas à la radio, sauf aujourd'hui sur Sud Radio. Non, c'est bien d'ailleurs que Sud Radio, je suis content d'ailleurs que Sud Radio me diffuse. Mais après, moi, si on attend après ça pour jouer, on fait rien. Et puis il faut savoir quand même que dans ce que diffusent les médias en général, si c'est 5% de ce qui se passe comme événement culturel, c'est déjà beaucoup. Il se passe un tas de choses culturellement qui n'est pas relayé, mais heureusement que ça existe. Voilà. Après, si ça vient, tant mieux. Ça vient pas, on fera ça. Hein. Oui, c'est un point commun avec Linda Lemay, qui vient en France régulièrement. On ne l'entend pas à la radio, on vous entend pas à la radio, et par le bouche à oreille, vos salles sont toujours pleines. C'est ça. Moi, les gens s'en parlent, amènent les copains, la frangine, le cousin, et ils reviennent. Le cousin, la frangine ramène la belle-sœur. J'ai ça depuis le début. J'ai un joli contact avec les gens qui viennent me voir. On se voit après les concerts en général. J'ai cette chance parce que je trouve que c'est une chance immense et c'est Foulquier qui m'a dit un jour, tu sais, quand tu montes en 2 ans, il y a de fortes chances pour que tu redescendes dans la même période en 2 ans aussi. Et bon, moi, ça fait 25 ans maintenant que je chante et j'ai pas la sensation que je suis en train de redescendre quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt cool, quoi. Et ça, vous le devez aussi à quelqu'un qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une date qui ne vous concerne pas directement, mais elle est importante, le 22 octobre 1972. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Jamais. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Jamais. On a évoqué vos débuts, on a évoqué votre parcours tout à fait atypique. Et puis, le 22 octobre 1972 est sortie une chanson qui est pour beaucoup, qui est très importante dans votre parcours. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que 2 engences. Il se trouve que cette chanson, la première fois qu'il l'a chantée à la télévision dans l'émission de Denise Glaser, Maxime Le Forestier, il a dit qu'il avait trouvé une fan dans la personne de John Baez qui adorait cette chanson et que le reste l'intéressait pas puisqu'il avait eu quelques problèmes, notamment avec des paras qui étaient intervenus parce qu'il trouvait que cette chanson n'était pas digne de l'armée. Et cette chanson, elle est importante pour vous. Je crois que vous l'avez entendue dans une colonie de vacances. Moi, en fait, je découvre Maxime Forestier dans une colonie de vacances. Ça me bouleverse parce qu'il y a une belle ambiance. Moi, je suis à ce moment-là très dans mes trucs de variété. Il y a les 5e qui se font après le soir. Les gars écoutent des choses que je connais pas. Maxime Forestier, Graham Wright, Moustaki, tout ça. Mais il y a que ce Maxime
dont les chansons m'avaient beaucoup plu. Et en rentrant de cette colo, j'ai 15 ans, hein, eux, ils ont 17 ans, hein, les animateurs. Hein. Je sais 2 accords de guitare du Gorille, ce qui est déjà exceptionnel pour quelqu'un qui a jamais touché une guitare. Et je rachète cet album pour me rappeler ces moments-là. Et là, quand je découvre Maxime, quand je découvre les chansons, dont celle-là, je ne sais même pas ce que veut dire fasciste. J'ai aucune idée de tout ça. Moi, le déterminisme fait que je suis quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, qui pense qu'un truc, c'est s'acheter une mobilette, puis aller vite bosser pour pouvoir claquer ses thunes dans les balles du samedi soir. J'ai aucune idée j'ai aucune culture, j'ai pas d'idée politique, et tout ça me remonte. Je me dis, mais il y a un monde qui existe que je ne connais pas. De là, je me dis, mais faut que je change. Enfin, je me le dis même pas comme ça. J'achète un dictionnaire, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. On comprend pas tout à travers un dictionnaire, mais je commence là une grosse galère. Mais je suis devant un abîme, l'abîme de mon indigence culturelle, intellectuelle et tout. Je me rends compte de ça et c'est d'une violence terrible. Mais c'est ce qui fait qu'il bouleverse ma vie, ce mec-là, avec ses chansons. Il y peut rien, lui, à ce moment-là. Il envoie juste des chansons, mais qu'un gamin comme moi qui n'est pas du tout de ce milieu-là, qui découvre tout un truc auquel il n'a pas accès. Et de là, ça a déclenché quelque chose. Oui, parce que ce disque, vous l'avez écouté en boucle. Ah, je l'ai bouffé. Ouais. Et vous avez ensuite suivi la carrière de Maxime Le Forestier. Ah oui, tout le temps. Tous les albums, je les ai bouffés, mais je me suis enfermé des mois avec à chaque fois. Et il se trouve qu'un jour, vous avez fini par le rencontrer. Oui, c'est le grand plaisir. On s'est rencontrés par petites touches comme ça. Alors j'étais comme tellement une sacralisation que j'osais pas trop. Et puis on s'est rencontrés bien à un festival aux Nuits de Champagne où on a mangé ensemble et où j'ai pu un peu me raconter. Et je crois qu'il a été touché par la chose. Il m'a passé son numéro de téléphone, dont j'ai jamais exagéré, j'ai jamais voulu l'appeler non plus. Et un coup j'ai eu son intégrale que ma femme m'a offert, mais je les avais déjà bien sûr en CD, en vinyle, tout. Et il venait de sortir une intégrale, donc je me suis pris en photo avec l'intégrale. Je dis tiens, j'ai eu ça pour Noël. Il m'a dit faut venir telle affaire à dédicacer. Et il m'a invité à manger chez lui, ce qui a été l'enfant que j'étais autrefois était tout ému. Oui, d'ailleurs, il aime beaucoup fréquenter les gens qu'il aime en permanence. Maxime Le Forestier, il peut prendre l'avion pour aller accompagner Julien Clerc dans une chanson par amitié. Oui. C'est assez particulier. Donc, vous avez décidé aujourd'hui de faire cet album. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais surtout, cet album, c'est une référence, Maxime et moi, à Brassens et moi, que Maxime Le Forestier a sorti en livre. Oui, c'est une référence. Parce que ça aussi, Brassens, c'est très importante. Je ne sais pas si vous le savez, Maxime Le Forestier débuté comme vous dans les cabarets, à la Pizza de Pigalle, très exactement, où il a été repéré par Brassens, qui l'a engagé à Bobino en première partie, et qui lui a dit « Achète-toi une guitare », car il n'avait pas de guitare à l'époque. Oui. Et Maxime a appris à jouer de la guitare. Au début, même, il a appris à jouer de la guitare. Il connaissait pas Brassens. Voilà. Il a appris à travers il l'avait même pas écouté. Il a appris à travers les partitions, en fait. Et donc, vous avez choisi aujourd'hui de faire un album Maxime et moi. Pourquoi ? Voilà. Et effectivement, en faisant le petit clin d'œil à sa référence à Brassens, parce que j'ai l'intention de raconter un peu ce bouleversement. Alors à la base, je voulais pas faire un album, je voulais faire un spectacle. Et c'est la maison de disques qui m'a dit mais si tu fais un spectacle, pas la maison de disques, le bon tourneur qui m'a dit si tu fais un spectacle, Blue Line donc, ils m'ont dit si tu fais un spectacle, accompagnons-le d'un CD. Et donc là, il y a à peine la moitié du spectacle. L'idée, parce qu'il fallait faire un choix de chansons. Et comme dit un chanteur que j'aime bien qui s'appelle Erwan Pinard, j'avais l'embarras du choix, j'ai choisi l'embarras. Je savais plus trop quoi prendre, mais la narration a permis de choisir les chansons et j'ai pris la narration va aller du premier album à l'album Né quelque part. Bien sûr, il y a encore plein de chefs-d'œuvre derrière, mais ça me faisait trop à couvrir. Donc, et je voulais surtout raconter mon histoire à travers Maxime, parce que Maxime, ça a été la bande son de ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire comme ça, en fait, sous cette forme-là. Vous avez prévenu Maxime en préalable ? Alors, j'ai appelé Maxime il y a 2 ans pour lui dire bonjour Maxime, je voudrais faire un spectacle qui va s'appeler Maxime et moi. Il m'a dit mais avec plaisir mon chéri. Moi, quand il me dit ça, je me le passerai en boucle si je pouvais. Et puis il y a pas longtemps, je lui ai envoyé les mix avant que l'album soit fait. Et il m'a renvoyé un joli mot. Il me dit qu'il a beaucoup aimé ce qu'il avait entendu, que j'étais une mémoire, qu'il avait oublié certaines chansons, parce que j'ai pas fait que les tubes. Effectivement, j'ai envie que les gens rencontrent aussi Maxime là où moi je l'ai rencontré. Et il m'a vraiment dit des jolies choses. En plus,
L'album va se faire avec Michel Aumont, qui a été un des guitaristes de Maxime, et mon guitariste à moi qui s'appelle Jérôme Broyer, parce que c'est quand même un album fait à 3, j'y tiens absolument, parce que le spectacle va être fait à 3 comme ça. Et je suis ému de la chose. Aujourd'hui, ça existe physiquement, alors que j'avais l'impression que j'allais faire justement quelque chose d'assez éphémère, et le fait que ça existe physiquement, je remercie Berry-Cord d'avoir eu en tout cas l'idée de le faire et de me mettre me mettre ça sur une galette, voilà. Parmi les chansons de cet album, il y a un des premiers classiques de Maxime Le Forestier, Comme un arbre. Entre béton et bitume, pour pousser, je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. On n'imagine pas le succès de Maxime Le Forestier à cette époque. Je ne sais pas si vous le savez, Yves Jamais. Il fait le Palais des Congrès. Il y a tellement de demandes pendant 15 jours que tous les soirs, on rajoute 400 chaises sur le plateau et lui chante de dos, ce qui ne gêne personne. Ouais. C'était extraordinaire. Moi, je me souviens de ces spectacles. C'était un véritable phénomène de société. Je sais que c'était un phénomène de société. En plus, je crois qu'il a fait 1,5 million de ventes au début. Enfin, c'était énorme, énorme. Et vous... Mais moi, j'étais pas... j'allais dire, excuse-moi, je vous ai coupé, mais j'étais pas du tout... j'étais un peu en décalage. Moi, pour moi, c'est le grand frère, Maxime. Bien sûr. Moi, j'ai connu ça 5 ans après, ce succès, en fait. Oui, mais en même temps, vous avez découvert l'image de Maxime Le Forestier. Il avait l'image d'un hippie qui ne correspondait pas du tout à la réalité. Non, et d'ailleurs, il dit une phrase que j'aime beaucoup, Maxime. Il dit j'ai arrêté de faire la chanson engagée quand je me suis aperçu que c'était un métier malhonnête. Oui, il était très honnête de ce côté-là. D'ailleurs, il ne mentait pas à son public. Et mentir, c'est aussi une chanson peu connue de Maxime Le Forestier. Mentir enfin comme les autres, mentir aux femmes et aux enfants. Comme on se vend, comme on se vautre, pour qu'on me croie, si l'on m'entend. On a bien cru au Père Noël, et nos parents ne mentaient pas. On croit que Dieu naît à Noël. Il y a des inflexions de Maxime Le Forestier dans votre interprétation. Alors oui, c'est ce qu'on m'a dit, beaucoup m'ont dit, mais alors j'ai dit oui, ça a été la complication de cet album pour moi, ça a été ça, c'est-à-dire que je l'ai tellement écouté que je suis dans le mimétisme. Même, je dirais même pas l'imitation, mais le mimétisme. J'ai tellement écouté Maxime que la difficulté était de revenir chez moi. Mon guitariste, Jérôme, a été vachement vigilant là-dessus, en disant, reviens chez toi là, parce que tu vas chez Maxime là. Donc ça a été ça. Je pense que si on faisait l'album dans 1 an, une fois que j'aurais fait la tournée, je pense que tout sera revenu beaucoup plus chez moi. Mais effectivement, je suis encore, même maintenant, 3 mois après, là déjà, je changerai un peu ma façon de chanter parce que je les chante déjà différemment. Oui, mais Mentir, c'est pas une des chansons les plus connues de Maxime. Mais ça aussi, il faut être très spécialiste pour la connaître. Oui, ce qui m'a, on a tout ce qu'il y a dans les albums. En général, il y a les 2-3 tubes ou le tube ou les 2 tubes. Puis après, les autres qui passent un petit peu à côté. J'avais envie aussi de parler de ces chansons-là. En plus, il y a beaucoup de chansons qu'une jeunesse d'aujourd'hui pourrait tout à fait revendiquer. C'est aussi l'histoire de dire, mais ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des jeunes aussi qui avaient aussi l'envie que vous avez aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, cette vigilance, c'est pour ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui. C'est à eux c'est vers eux qu'il faut se retourner. Et il y avait une jeunesse là qui voulait un monde meilleur, qui voulait de l'écologie, qui voulait des tas de choses, qui voulait du féminisme. Tout ça est déjà dans Maxime. Et ça, j'ai envie aussi de montrer ça à travers le fait de reprendre Maxime. Et il voulait tellement toucher les jeunes qu'il imposait des conditions drastiques dans ses concerts. D'abord, il n'y avait pas de général parisien, il détestait ça. Il réclamait des cachets très inférieurs aux autres. On disait qu'il cassait les prix. Et il faisait des fauteuils à 10 francs, ce qui était un cadeau pour que le maximum de gens viennent voir son spectacle. Alors, avec le recul, maintenant, j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, bon, j'ai peut-être un peu exagéré parce que j'ai quand même failli foutre des festivals entiers dans la merde, quoi. Oui, parce que on a de casser le métier. On venait voir ces spectacles. L'idée était sympa, était bonne, mais il y a un moment, il y a quand même un financement des choses. Ils s'en rendent compte maintenant. Et à l'époque, il faisait quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Il n'y avait pas de service d'ordre, il se débrouillait tout seul. Ouais. C'est quand même peu imaginable aujourd'hui. Ouais. Et une autre chanson de cet album, Alors que vous êtes le contraire et Maxime est le contraire, Je ne sais rien faire. J'ai pris l'amour, je m'en suis fait un monde. J'aimais les filles de plus en plus rondes. J'ai pris le monde, je lui ai fait l'amour. Mais ce salaud a fait lever le jour.
Ça aussi, c'est une chanson très méconnue de Maxime Le Forestier. Bah oui, et en même temps, pour moi, c'est une chanson pilier du spectacle parce que c'est comme ça que je me voyais au moment où je découvre Maxime. Je me voyais comme quelqu'un qui sait rien faire, qui sera nul en tout, qui est à chier. J'ai été ado, quoi, et en plus avec quelque chose de décuplé dans mon flagellation. Donc ça va être une des premières chansons que je vais chanter sur scène pour dire voilà, ça partait de là. Au moment où je le découvre, il chante ça, je dis mais non plus, je sais rien faire, moi aussi, je suis nul. Et de pouvoir se reconnaître à travers ce que dit pour le coup un chanteur, quelqu'un, comme il dira plus tard, un maître à penser, un maître à chanter. C'était hyper important et je pars de là, je pars de ce constat-là. Au début, je suis sûr d'être nul en tout. Oui, c'est pas le cas du tout. Et surtout, vous avez un point commun avec lui, c'est que vos spectacles durent le temps que vous voulez. Et Maxime Le Forestier, c'était ça au début. Il refusait qu'on l'arrête. Il changeait les chansons selon son humeur. Et vous ne supportez pas qu'on vous interrompe avant 2 heures, 2 heures et demie de spectacle. Ben oui, je suis pas Francis Lalanne non plus, hein, parce que là, ça montait, il allait loin. Mais ni Higelin, mais oui, en général, quand on joue 1 heure et demie avec mes musiciens, on a l'impression qu'on vient de rentrer, quoi. Et il faut qu'on soit installé au moins 2 heures dans un spectacle. Et les gens réclament encore après. C'est que jusque là ils se sont pas ennuyés. Donc voilà. C'est important pour moi. Et même on chauffe la salle, on se sent de plus en plus. Ouais. Puis une fois qu'on est tous installés, qu'on peut. Puis voilà, il y a un moment, on peut dans un spectacle d'1 heure, 1 heure et demie, on n'a pas le temps de mettre des nuances. Là, dans un spectacle de 2 heures et demie, on a le temps de mettre des nuances, d'apaiser, de rire, de prendre un temps entre 2 chansons. Enfin voilà, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est la sortie de cet album le 26 septembre 2025. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Yves Jamais. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Jamais. On a commencé à évoquer votre parcours, on a commencé à évoquer Maxime et moi, cet album qui est sorti le 26 septembre 2025. On a expliqué effectivement que vous aviez envie de le faire, mais le choix des chansons était très difficile. Ah ouais, le choix, il est compliqué, le choix. Ouais. Déjà, j'ai coupé la carrière en 2, ce qui fait que j'avais un panel moins important pour hésiter. Comme disait Gide, choisir, c'est renoncer. Hein. Mais comme j'avais une narration à faire pour le spectacle, je me suis aussi un peu branché sur les chansons en fait qui me permettraient cette narration. Ça m'a permis de pas trop regretter, parce que sinon je les aurais fait toutes. Non, mais, et puis là, le spectacle aurait duré 6-7 heures, mais ça aurait été dommage d'entrer de faire ça. Non, du coup, voilà, la narration, le fait que j'ai à expliquer un petit peu pourquoi, à un moment, les choses... je cherchais un petit peu ce que je pourrais dire autour d'une chanson, comment je pourrais l'amener, donc ça a permis de choisir sans être trop fixé sur qu'est-ce que j'aime pas. Et puis il y a rien que j'aime pas, donc c'est un peu compliqué. Quand on est fan comme ça absolu, c'est un peu compliqué d'en éliminer, quoi. Mais après, je me suis dit aussi qu'est-ce qui sera accessible aux gens, qu'est-ce que comme ça assez rapidement, qu'est-ce qui pourrait faire aussi écho par rapport à la période qu'on vit, donc j'ai un peu travaillé dans ce sens-là. Ouais. Alors, parmi les chansons de cet album, il y en a une qui s'appelle « L'homme à la tête de loup ». L'homme à tête de loup, qu'il arrivait dans les villes, les nuits d'orage qu'il faisait ses coups dans les égouts. L'homme à tête de loup. Des plus belles chansons sur le racisme. Exactement. Avant, on est quelque part. Oui, bien sûr, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins directe. Effectivement, on perçoit pas forcément tout de suite le sujet de la chanson. En même temps, Maxime Le Forestier, Yves Jamais a écrit cette chanson en un temps où on ne parlait pas autant du racisme qu'aujourd'hui. Oui. Et c'est une période où il avait changé et sa façon d'écrire, où tout n'était pas frontal comme ça pouvait pu l'être comme Parachutiste, où là on était dans le frontal. C'est plus subtil, on est dans quelque chose. Moi, Maxime a aussi appris ça en suivant, quand on suit comme ça quelqu'un c'est quelqu'un qui a quand même été très très créatif, Maxime. Il a cherché et musicalement des choses ou nouvelles ou fouillées et dans l'écriture il a fait la même chose. Il a d'abord épuré beaucoup. On a avec l'album Les Rendez-vous manqués, c'est un album où il a beaucoup épuré sa façon d'écrire. Et après il y a eu cet album avec les têtes de perroquet qui raconte-moi pour le coup, qui était d'où est issue cette chanson.
était pareil, qui était plus sur des images, des choses qui étaient plus sous-jacentes et avec une écriture qui paraissait beaucoup plus simple au premier abord en fait, mais où les images étaient beaucoup plus sous-jacentes. Et cette façon d'écrire m'a aussi beaucoup plu. J'ai été à chaque fois, waouh, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, il va où là? Et après, ouais, les chansons, on les perçoit différemment. Et L'homme à la tête de loup, je trouve que c'est une chanson sur le racisme qui est d'une subtilité, d'une beauté que sans précédent. Oui, et puis il y a aussi le compositeur. On oublie qu'avec sa sœur Catherine, il a débuté en apprenant la musique avec le futur trio Fontana-Rosa. Ouais. Donc ça a aussi marqué sa jeune carrière. Ouais. Il aurait pu être un excellent musicien classique. Et d'ailleurs, au début, il était accompagnateur de Catherine. Exactement, dans la petite fugue notamment. Et c'est le fait qu'elle vienne pas un coup au festival de Spa où il se retrouve tout seul et où il chante tout seul. Puis il a un côté loup, mais loup solitaire, Maxime Le Forestier. Je ne sais pas si vous le savez, mais il peut raser sa barbe. Et un jour, il a parcouru les routes de France incognito aux rênes d'un corbillard hippomobile. Ouais. Vous le saviez? Non, je savais qu'il avait fait ça, qu'il a rasé sa barbe pour ne pas être reconnu quand il se baladait en France. Je savais qu'il a fait la route du sel aussi avec son cheval, mais je savais pas pour le corbillard. Alors, vous allez parcourir les routes de France avec ce spectacle et puis avec le spectacle sur l'accordéon. Vous faites 2 spectacles en même temps. Jusqu'au mois de mai, votre planning est plein. C'est quand même assez exceptionnel en ce moment, Yves Jamais. Ouais, mais alors moi, c'est ce que me dit mon tourneur. T'as fait qu'une tournée pour le moment. Depuis 2003, je fais que tourner. Mais si je pouvais en bouffer encore plus, je crois que j'en boufferai encore plus. J'aime vraiment ça. Et puis j'espère bien qu'il y ait encore des dates qui vont se recoller encore dessus parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'être sur scène. C'est votre vie tous les... Ouais, j'aime ça. J'angoisse moi quand je suis pas sur scène. Il vaut mieux. Enfin, si je suis pas dans des projets ou sur scène, très vite ça va pas bien. C'était le cas de Beko qui m'avait un jour dit qu'à 20h30, quand il n'était pas sur scène, il y avait une boule dans le ventre. Tellement ça lui manquait. Je peux comprendre ça. Et j'avais vu justement Beko quand il était un peu malade et que il disait ben là je suis pas bien, mais dans tant de temps je suis sur scène et là je vais vivre comme si j'avais aucune maladie. Donc la scène est quelque chose d'assez transcendant. Je précise que vous serez à Paris le 10 janvier à l'Européen. Oui. Les autres dates sont sur Internet. Et puis, il y a une chanson de Maxime. Je crois que c'est le 11 que je fais, parce que je fais pour le coup les 2 dates. Je fais la date du 10 qui sera Maxime. Oui. Et le 11 ou le 9, puisque je sais plus laquelle c'est, je fais les accordéonnés, moi. Voilà, tant qu'à faire. Ouais. Alors, une chanson de Maxime Le Forestier, très connue, qui, à mon avis, est dans le spectacle, mais n'était pas sur l'album, c'est celle-ci. C'est une maison bleue, adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la... Elle n'est pas sur l'album, celle-là. Elle n'est pas sur l'album, je voulais pas la mettre sur l'album. Alors sur le spectacle, je dis rien, parce que... Elle y est probablement. Non, j'ai décidé de faire une petite chose à un moment. Je ne sais pas non plus dévoiler quelque chose à pas possible. C'est que je vais revenir au rappel avec ma guitare, un petit carnet comme on avait quand on faisait les feux de camp. Et puis j'aurai une dizaine de chansons et je ferai comme Maxime quand il rend hommage à Brassens, je ferai tirer au sort quelques chansons, dont celle-là. Et San Francisco a été traduit, je crois, dans 18 langues. Et Gérard Daboville, quand il était en mer, en train de faire son exploit, il fredonnait cette chanson pour conserver le moral. Ouais, je veux bien le croire. De toute façon, Maxime Forestier me met le moral tout le temps, moi. Donc. Alors, cette chanson San Francisco, elle figurait sur le premier album de Maxime Le Forestier, où il y a bien sûr cette chanson que vous avez, elle, enregistrée. Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi, tu serais né, alors on ne se serait plus quitté, comme 2 amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Là, on sent vraiment les influences classiques musicales de Maxime Le Forestier. Oui. Puis il était difficile de l'emmener ailleurs. C'était assez compliqué pour l'emmener vraiment ailleurs. Et puis alors, j'ai une petite anecdote là-dessus que je raconterai aussi sur scène, mais tout le monde écoutera pas forcément Sud Radio, donc je peux la raconter aussi maintenant. C'est que moi, là, j'avais un frère parce qu'il est décédé au mois de mars, là. Et mon frère, il se trouve qu'il était quand même plutôt à s'exprimer avec ses points il était plus proche de Johnny que de Maxime. Et moi, je me rêvais un frère comme Maxime Forestier. Je déplorais d'avoir un frère qui soit comme ça, et c'est pendant longtemps. Et bien sûr, j'ai appris à aimer mon frère tel qu'il était.
Et il a fallu que j'attende la biographie de Sophie Delassin sur Maxime Le Forestier pour savoir que Maxime, il s'appelle pas Maxime, il s'appelle Bruno, comme mon frère. C'est incroyable. C'est mignon quand même. Mais il ne l'a jamais dit à personne. Non, non. Mais ça fait partie des secrets. Bah, il l'a dit en tout cas sur la biographie, sinon je l'aurais pas dit. C'est la pudeur. Mais il y a aussi, il y a le frère et puis il y a le fils, car je crois que quand votre fils vous a appelé papa, Yves Jamais, vous avez vécu un vrai moment d'émotion. Oui, c'est impressionnant. Ben moi, n'ayant pas c'est un mot que j'ai jamais dit, moi, papa. Je le dis dans la chanson, j'ai jamais utilisé le sobriquet de père. Papa, j'ai jamais dit ça, et quand mon fils me l'a dit la première fois, effectivement, ça a été quelque chose d'assez émouvant. Mais Maxime a vécu aussi comme ça, aussi une séparation avec son papa. Ce qui nous a rejoint aussi sur des choses. Ce qui est drôle, c'est que Maxime a un demi-frère qui aime pas tellement la chanson Mon Frère, il me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit. Ces rapports de toute façon de fraternité, de paternité, tout ça sont toujours des rapports très très émouvant. Moi, je me rappelle, je parlais tout à l'heure de Daniel Guichard, et quand il chantait Mon Vieux, j'avais jamais connu mon père, et quand il chantait Mon Vieux, ça me touchait énormément, parce que cette filiation était quelque chose d'assez étrange pour moi, en fait. Et en même temps de très très émouvante. Moi, je regarde le moindre téléfilm un peu ridicule où il y a une relation entre le papa et le fils, je pleure, quoi. C'est un truc qui m'émeut tout de suite. Il se trouve que d'ailleurs la mère de Maxime Le Forestier, on ne le sait pas toujours, était traductrice de feuilletons de télévision, et c'est elle qui a trouvé le titre Chapeau melon et bottes de cuir. Ah, c'est elle qui a trouvé le titre, d'accord. Je savais qu'elle était sur les Incorruptibles. Aussi, mais les deux. D'accord, ok. Alors, il y a San Francisco, mais il y a aussi une autre ville que Maxime Le Forestier a évoquée, et vous la chantez, La Petite Vieille de Saint-Pétersbourg. Autour de Noël, quand il gèle à Leningrad, une petite vieille me racontait, y a plus d'hiver, ça rend malade, les gens voient plus l'été. Ils vivent à côté. Pourquoi cette chanson, Yves Jamais ? C'est une lecture, j'allais dire, à dimension humaine de la guerre froide, je trouve. Et tout en filigrane comme ça, c'est toujours pareil, juste avec des mots simples. On a toute une ambiance de ce que peut être la guerre froide et de ce que peut être comme des gens peuvent la ressentir, et des gens qui ont vécu des choses absolument exceptionnelles. Justement, quand il dit Leningrad, aujourd'hui ça a repris le nom de Saint-Pétersbourg, et d'avoir ça, ce petit témoignage comme ça qui paraît tout simple comme ça, mais qui en fait parle d'un événement historique violent pour les gens à la base. Moi, j'aime bien l'idée de ça. Voilà. Et ça recrée une époque. J'avais besoin pour cette chanson, dans ma narration, de recréer une époque, de dire voilà, c'était ça à ce moment-là. Et puis les voyages, effectivement, Maxime Le Forestier en a beaucoup fait. Il est aujourd'hui le chanteur le plus imprimé dans les livres d'école en France et à l'étranger. Et puis, l'éducation sentimentale, je ne sais pas si vous le savez, est devenue le générique d'un feuilleton japonais. Ah, je ne savais pas du tout. C'est fou, comme quoi il franchit les frontières de façon incroyable, et on l'étudie dans les écoles. L'éducation sentimentale, je crois que c'est Kernoa qui l'a écrit. Je crois que c'est pas Maxime. Mais il l'a enregistré. Oui, il l'a enregistré. Bien sûr, il a beaucoup travaillé avec Kernoa. L'éducation sentimentale, février de cette année-là. Bien sûr. C'est Kernoa aussi qui avait écrit ça. Et surtout, il a évolué, changé de style, ce que vous montrez dans votre spectacle et dans votre album. Mais c'est ce qui m'intéresse, ça. Ça m'intéresse beaucoup de montrer que Maxime, c'est pas juste figé à un endroit, à San Francisco, et un endroit né quelque part. Il y a de là à ça, il y a eu toute une évolution de recherche artistique. Il y a vraiment c'est un orfèvre, Maxime. Moi, je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est un orfèvre. C'est vraiment quelqu'un qui s'est pas installé dans son truc. Il aurait pu faire du San Francisco ad lib en se disant maintenant ça marche, c'est très bien. Très vite, il a essayé d'autres choses, il a essayé d'autres trucs. Il a fait 2 albums qui se ressemblent, le premier et le deuxième, mais très vite, il est parti ailleurs. Il y a eu après un album uniquement avec des cordes. Après, il y a eu cet album qu'il a fait Caratini, ce merveilleux album, Le Fantôme de Pierrot, qui est pour moi, c'est celui qui pour moi est intemporel total. Il y a eu ce fameux album qu'il a fait qu'avec des ordinateurs. Enfin, vraiment, il y a vraiment eu une volonté de chercher à faire des choses, tout en ayant toujours dans ses chansons quelque chose de social, d'engagé, camouflé, puisque l'engagement était plus de façon comme ça, directe, brute. Voilà. En même temps, il y a des chansons qui ont fait du bruit, même si vous le chantez, le silence. Je voudrais qu'on dise aux gens qu'il y a des moments tout bleus chez les voisins d'en face.
quand on sera posé face à face, assis depuis 2 jours, à se regarder les yeux. Je voudrais qu'un ange passe sur le pays entier. Le silence n'est pas votre cas puisque vous allez faire 2 tournées et surtout vous touchez plusieurs générations comme Maxime, Yves Jamais. Bah, j'en suis ravi, mais moi je suis pas. Alors Maxime a plus été un chanteur générationnel que moi, c'est-à-dire qu'après il a effectivement touché d'autres générations, mais il est arrivé avec une génération. Moi, étant arrivé à 40 ans, ma génération était déjà passée à d'autres choses depuis un moment. Par contre, cette génération-là m'a rejoint. C'est-à-dire que le fait que je fasse une chanson qui pour certains est datée ou pour d'autres, le fait en tout cas que je fasse une chanson qui reste dans la tradition de la chanson française un peu, il y a des gens qui ont encore envie d'entendre ça, qui ont envie d'entendre des nouveautés. Je pense que, enfin, je me fais une espèce de sociologie à 2 balles, mais je pense que c'est pour ça que les gens ont rejoint un peu ce que je faisais et m'ont rejoint. Je suis arrivé à 40 ans, mais finalement les gens qui ont mon âge m'ont suivi en fait. Voilà. Et les enfants des gens qui ont votre âge. Et des jeunes, il y a des jeunes qui viennent. Après, moi, je fais pas dans le jeunisme. Je trouve que moi, j'ai 5 enfants. Ils écoutent tous Damso, mais ils savent tous qui est le Prest et qui est Maxime Le Forestier. Voilà. C'est important, la culture générale. Voilà. En tout cas, cet album s'appelle Maxime et moi. Il se trouve que vous allez faire une tournée importante, 2 tournées importantes. Et puis, vous avez tellement de choses à dire que vous revenez quand vous voulez à Sud Radio. Ah bah, avec plaisir. Nous sommes une radio qui parlons vrai, comme vous. Donc, vous serez toujours le bienvenu, Maxime. Merci beaucoup. Merci Yves Jamais. Merci. Et puis, à très bientôt. À Les bientôt. Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.